Et voici l'indicatif de notre nouveau grand destin de la semaine. Qui dit lundi dit nouveau grand destin. Et celui que vous avez choisi aujourd'hui, Franck Ferrand, vous le connaissez presque par cœur, le bien-aimé Louis XV. Ah oui, c'est un destin qui me tient à cœur, tout particulièrement. Il se trouve que j'ai consacré des mois et des mois de ma vie à étudier l'un des groupes humains les plus structurés, les plus raffinés, les plus dépravés aussi, disons-le, qui furent jamais. Je veux parler de la cour royale à Versailles sous le règne de Louis XV. Or, vous savez qu'on évoque beaucoup le règne de Louis XV et souvent son époque et sa cour et sa politique et ses amours et ses travers, etc. Mais il est assez rare qu'on prenne le temps de retracer dans sa cohérence, dans ses rebondissements toujours un peu étonnants, cette vie pourtant fantastique et qui commence, vous allez le voir dans un instant, comme une tragédie noire. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Un grand destin par semaine, un épisode par jour, c'est la nouvelle formule d'Au cœur de l'histoire. Le grand destin que vous ressuscitez aujourd'hui, c'est celui de Louis XV, une vie incroyable qui commence par un drame, Franck. Oui, je vous rappelle que le samedi, c'est une petite parenthèse, mais le samedi, vous pouvez réécouter l'ensemble. Les 5 épisodes. C'est ce qui s'est passé donc samedi dernier avec Charlie Chaplin. À 14h, ouais. Donc voilà, nous allons parler donc de Louis XV et souvent les biographies de rois commencent par ces mots « Rien ne prédisposait tel jeune prince à régner un jour ». Alors, au fond, c'est une phrase qui n'est jamais tout à fait vraie, parce que dans les vieilles monarchies, ne coiffent la couronne que des membres éminents de la famille royale. Mais si on admet que certains monarques étaient à leur naissance moins bien placés que d'autres dans l'ordre de succession, alors aucun n'a été plus éloigné du trône que celui qui un jour va devenir Louis XV. Il faut vous dire que lorsqu'il vient au monde, c'était le 5 février 1710, il y a entre le trône et lui, d'abord le souverain régnant, le vieux Louis XIV, son arrière-grand-père bien sûr, et puis l'héritier direct de celui-ci qu'on appelle le grand dauphin, à la cour on l'appelle monseigneur, c'est le grand-père de notre nourrisson, et puis son père bien entendu, ce duc de Bourgogne, qui lui-même va devenir l'héritier à la mort du grand dauphin l'année suivante, et enfin, comme si cette brochette n'était pas suffisante, il y a un frère aîné, c'est-à-dire que notre petit prince qui vient de naître là, le 15 février 1710 est titré duc d'Anjou, mais il a un grand frère qui s'appelle le duc de Bretagne. D'ailleurs, entre nous, il y avait même un premier enfant, puisque le duc et la duchesse de Bourgogne ont perdu en bas âge un premier enfant. Le grand frère est né en 1707 et le nôtre, là, il naît en 1710. Donc, tous les chroniqueurs nous disent qu'en février 1710, Louis XIV est aux anges et pour cause. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi, qui d'ailleurs est encore en bonne santé, parce que Louis XIV est en pleine forme, qu'un roi a la fierté de voir s'aligner pour lui succéder fils, petit-fils, arrière-petit-fils. 3 petits-fils, 2 arrière-petits-fils. Vous vous dites que la suite est assurée, que le vieux roi peut dormir sur ses 2 oreilles. Eh bien, vous avez tort. Car en 1711 meurt donc le grand dauphin. Il faut vous dire qu'il faisait tellement d'abus. C'était ce gros homme, c'est étonnant, qui passait son temps dans les plaisirs. Il avait vraiment profité de la vie, lui. Donc il meurt en 1711. Et alors surtout, en février 1712, alors que le petit duc d'Anjou a tout juste 2 ans, ses parents sont pris, d'abord sa mère. Il faut vous dire que sa mère avait vu un voyant qui venait de Turin, qui lui avait dit « Oh madame, vous vivrez jusqu'à 27 ans révolus. » C'est peu quand même. Et la princesse ne cessait de dire « Oh, de toute façon, c'est ma dernière année. » On lui disait « Mais madame, ne vous couchez pas si tard, ne jouez pas comme vous le faites, etc. » Elle disait « Mais je profite d'une vie qui m'est comptée. » Elle savait qu'elle allait mourir. Et de fait, elle tombe malade. Il faut dire qu'elle ne s'est pas ménagée pendant cet été 1711-1712. Elle en l'a beaucoup vue à la chasse, alors qu'il pleut, qu'il givre, peu importe, elle est là toujours. Et quand elle rentre de la chasse, elle passe faire sa cour au roi et à Madame de Maintenon. Et dès qu'elle a fini, la dauphine, puisque maintenant elle est devenue dauphine, s'en va danser. Et après le bal, elle joue toute une partie de la nuit, etc. Vous voyez un peu le genre de vie. Et voilà qu'un jour, elle arrive à Marly, on est obligé de l'aliter, elle est prise de très fortes fièvres, et puis assez vite, au bout de quelques jours, vont apparaître les terribles taches rouges qui sont le signe de la rougeole. Et la rougeole, c'est une maladie qu'on prend plus qu'au sérieux à l'époque, toujours du reste, mais à l'époque, ça pouvait être mortel. Là, c'est une rougeole maligne, nous dit le premier médecin.
La princesse va s'aliter, on ne la reverra jamais debout. Elle va mourir. Son mari lui avait dit que si elle mourait dans les 8 jours, il la suivrait. Eh bien, le pauvre, c'est exactement ce qui va lui arriver. Et le petit duc de Bretagne, à son tour, a les taches rouges. Et le petit duc d'Anjou aussi. Bref, en l'espace de quelques jours, voilà le dauphin, la dauphine, leur fils qui était le nouveau dauphin, qui meurt et ne reste plus maintenant pour succéder à Louis XIV que cette espèce de petit héritier, ce bébé malingre, orphelin, qui passe pour un véritable miraculé. Le fait est que le petit duc d'Anjou aurait dû y passer lui aussi sa survie. Il la doit à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Il commençait à parler, vous savez, à l'époque, il l'appelait Maman Ventadour. Et cette duchesse de Ventadour est une femme de tête, convaincue que les parents et le frère de l'enfant ont été les victimes des purges et des saignées ordonnées par la faculté. Elle va fermer la porte des appartements princiers à tous ces diafoirus. Elle les tient à distance, ces médecins, qui sans doute, avec les meilleures intentions du monde, vous envoyaient ad patresse avec plus de certitude qu'un fichu virus, moyennant quoi, grâce au mauvais caractère de sa gouvernante, eh bien, le petit a survécu. On ne donne quand même pas tellement cher de sa vie à ce petit prince qui est tellement petit. Il est pâle, il a de grands yeux qui, paraît-il, lorsqu'il vous fixe, sont assez impressionnants, des grands yeux noirs qui éclairciront un peu avec le temps. C'est un enfant assez étrange, un peu fantomatique, bien entendu, sur lequel on veille évidemment, puisque c'est sur lui que repose la succession. S'il venait à mourir, c'est son oncle, le duc de Berry, donc le troisième petit-fils de Louis XIV, le duc de Berry qui régnerait sur la France, sauf qu'en 1714, accident de chasse, décidément, pas de chance, le duc de Berry tombe de cheval et ce ne sont pas des os qu'il se casse, c'est une veine carrément qui va rompre. Alors il va avoir beaucoup de vomissements et les médecins de l'époque disent « Oh, c'est curieux, il a dû faire une indigestion de chocolat ». C'est pas du chocolat évidemment qu'il vomit, c'est du sang. Vous voyez comme ces médecins sont dangereux. Il meurt, le duc de Berry. Et alors là, vraiment, le seul, l'unique, le dernier héritier de Louis XIV, c'est ce petit duc d'Anjou. Ah, il est frêle, mais il survit. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Suite du premier épisode du Grand Destin de la semaine consacré à Louis XV. Louis XV qui a à peine 2 ans, Franck, est devenu le nouvel héritier du trône de France. Et oui, il va donc grandir dans cette responsabilité. Alors c'est un tout petit enfant, mais quand même, tout de suite on lui explique, bien entendu. Et lorsque son arrière-grand-père, ce très vieux roi Louis XIV, commence à aller mal, on est au mois d'août 1715, eh bien on essaie de faire comprendre à l'enfant que c'est lui qui va devenir le roi. Alors on l'amène au chevet de son aïeul. Et il y a cette scène qui a été souvent racontée, mais qui est extraordinaire, entre ce très vieux roi de 77 ans qui vient d'achever le plus grand règne de l'histoire de France, et puis ce tout petit enfant qui ne sait encore rien. Et Louis XIV dit à celui qui va devenir Louis XV, « Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre. » Il était bien placé, Louis XIV, pour dire ça. « C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela, dit-il. J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l'ai soutenue par vanité. Ne m'imitez point, mais soyez un prince pacifique et que votre principale application soit toujours de soulager vos sujets. » Ça peut paraître rien comme ça, mais cette sorte de bénédiction, ce passage de témoin entre le très vieux roi et le tout jeune, va avoir des répercussions essentielles sur l'histoire de France et sur l'histoire du monde, car Louis XV appliquera à la lettre le conseil de son arrière-grand-père. Alors, il devient le petit roi, vous savez, on coiffe le plumet noir, le roi est mort, on coiffe le plumet blanc, vive le roi. Ce petit roi Louis XV est complètement dépassé par les événements. Il ne suivra pas, ou de très loin, les événements du Parlement de Paris, cette séance extraordinaire au cours de laquelle on verra le régent, donc le neveu de Louis XIV, qui est l'oncle de Louis XV, Philippe d'Orléans, prendre la régence
pleine et entière en cassant le testament du vieux roi qui prévoyait la nomination de tout un conseil de régence. Ce conseil de régence présidé certes par le duc d'Orléans, mais au sein duquel le duc du Maine, c'est-à-dire un des enfants légitimés de Louis XIV, aurait eu une place absolument essentielle. Et ce duc du Maine devait notamment être le chef de la maison militaire du petit roi, c'est-à-dire qu'on lui donnait en quelque sorte les armes. Et ça, le régent n'en veut pas, enfin le régent Philippe d'Orléans n'en veut pas. Il promet tellement monts et merveilles aux parlementaires que le Parlement de Paris casse le testament. C'est la chute du duc du Maine. Le régent est pleinement le maître du royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, dont la réputation mériterait, mais on a déjà fait des émissions sur le régent Philippe, on pourrait en dire beaucoup sur lui, en tout cas, il va avoir cette loyauté foncière. Toute son action politique n'est dirigée que vers la mise au point d'un règne qui sera le plus prospère et le plus noble possible. Il veut remettre au petit roi Louis XV lorsqu'il sera majeur, c'est-à-dire quand il aura 13 ans, il veut lui remettre le royaume dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va l'éduquer. D'abord, on l'a emmené de Versailles. Il était venu s'installer à Trianon pendant quelques jours au moment de la mort de son arrière-grand-père. Et puis, on emmène le petit prince le petit roi, il est roi maintenant, on l'emmène à Vincennes. Ça ne s'est pas fait sans mal, parce que vous imaginez tous ceux qui, dans sa maison, tous les gens qui s'occupent de lui, n'avaient pas envie du tout de quitter Versailles. Mais le régent exige qu'on l'emmène à Vincennes, et puis, à la toute fin de l'année 1715, le 31 décembre 1715, on le ramène à Paris, au Palais des Tuileries. Il est maintenant à un jet de pierre du Palais Royal où s'est installé le régent. Et donc le roi et le régent vivent dans le même quartier, au cœur de Paris, parmi les Parisiens qui adorent les apparitions de ce petit roi extraordinaire. Alors évidemment, toutes les grandes histoires de l'époque, l'affaire de la bulle, Unigenitus, etc., passent complètement au-dessus de cet enfant. Mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il peut être espiègle, bougon, il se roule par terre comme tous les enfants, évidemment, surtout que sa gouvernante, Madame de Ventadour, a tendance à être un peu trop gentille avec lui, peut-être. Et à côté de ça, cet enfant, lorsqu'il est dans des cérémonies officielles, lorsque, par exemple, il reçoit le tsar de Russie, Pierre le Grand, il joue parfaitement son rôle de roi de la manière la plus royale et la plus noble qui soit. C'est assez amusant. Alors, bien sûr, il va connaître un moment très dur. C'est au moment de ses 7 ans, vous savez, ce qu'on appelle le passage aux hommes. C'était comme ça à l'époque. Quand un enfant, dans les milieux très évolués, arrivait à l'âge de 7 ans, il quittait les jupons des femmes pour entrer sous la férule des hommes, si je puis dire. Et en l'occurrence, son gouverneur, c'est le duc de Villeroy, qui est un vieux barbon, pas rigolo du tout, très à cheval sur l'étiquette, etc. Heureusement, il y a un précepteur qui est auprès du gouverneur, qui se trouve être l'abbé, enfin, il est maintenant évêque de Fréjus, c'est monsieur de Fleury, et lui est un homme psychologue, c'est un pédagogue, c'est quelqu'un de doux, qui comprend cet enfant, qui va devenir en quelque sorte son père de substitution, et ça aura là encore une répercussion considérable, puisque bientôt, Fleury sera le premier ministre du roi Louis XV.